Sinon, une chose qu'on a peut-être passé un peu vite dessus au niveau des mises de fonds, des questions qu'on se fait souvent poser. Râper, comment ça fonctionne? Ouais. Comment, c'est quoi à quoi il faut penser quand on veut râper? C'est quoi râper? Oui. Bien, premièrement, la première question qu'on doit se poser si on veut râper, c'est est-ce que j'ai des REER? Première question. Si j'en ai pas, est-ce que j'ai des REER non utilisés? Est-ce que je peux prendre des REER? OK. Faut que tu aies la possibilité d'en prendre. Il y a aussi une certaine... on disait tantôt là, la fameuse détention, donc le nombre de temps qu'on va détenir cette somme-là dans le REER. Pour râper, on doit encore une fois avoir les REER pendant au moins 90 jours. OK. Donc, encore une fois, primordial de faire la préautorisation parce que ça, on peut le planifier. En parlant de la mise de fonds, ben là, on peut parler du REER, râper, est-ce que vous voulez râper ou pas, voici. Parce que si on arrive en offre d'achat, je veux râper, j'ai pas de REER, c'est trop tard. Ouais, tu peux pas. C'est ça, tu peux pas. C'est quelque chose qu'il faut prévoir. Faut le prévoir. Tu disais 90 jours, fait qu'en fait, tes REER vont être non disponibles pendant 90 jours. Mais dans le fond, c'est que faut que tu investisses dans ton REER, exemple au jour 1, puis dans 90 jours, tu vas pouvoir le râper. OK. Puis souvent, le processus d'achat, ben entre le commencer à magasiner puis le notaire, il y a 90 jours en masse. Ouais. Mais si on y pense pas dès le début, là, on risque de passer à côté. On peut être serré au niveau des délais, en effet. Fait qu'il faut regarder si on a des REER non utilisés. Donc, on va pouvoir, à ce moment-là, prendre le REER et râper. L'avantage du RAB, c'est que tu retires ton REER sans impact fiscal, donc tu ne payes pas d'impôt. Si tu as 35 000, le maximum d'ailleurs, c'est 35 000 dans un REER par personne. Pour faire un râper. Oui, c'est ça. 35 000 par personne qu'on peut râper. Donc, si on a un couple, ben, c'est 70 000. Mais est-ce qu'il faut que ce soit automatiquement un couple? Ou exemple, moi, Malika, on veut s'acheter une maison. On veut râper les deux, c'est 35-35. C'est ça, Mais il faut qu'on soit premier acheteur les deux. Il faut être premier acheteur tous les deux ou ne pas avoir été propriétaire au moins pendant les 4 années passées. OK. Avoir été propriétaire, pendant les 4 années passées. Donc, exemple, tu as déjà eu une maison, là, tu finis en appartement, donc tu n'es plus propriétaire. C'est ça. Faut que tu laisses écouler 4 ans avant de pouvoir... C'est ça. OK, parfait. Exactement. Question peut-être niaiseuse, propriétaire ou avoir un bien immobilier avec un emprunt? Faut que tu sois propriétaire occupant. OK. Dans le fond, là, quand... peut-être un autre petit conseil que je pourrais donner là, par rapport au RAP, de le prévoir d'avance. Mais aussi, quand tu es en processus d'achat, puis bon, tu regardes un peu tes possibilités, il y a en ligne, il y a des outils. On a le fameux document de RAP où il y a toutes les questions avec les critères d'admissibilité, si on veut, que tu coches oui ou non. Hyper simple. Bien, on pourrait mettre ça dans notre lien. Oui, dans notre bio, là, on va le mettre sur vidéo. Absolument. Donc, tu coches oui ou non, poses les questions, et si à la fin, tu te rends compte que non, tu n'es pas admissible, ben là, c'est parce que tu as répondu une question qui fait que tu n'es pas admissible. Mais il y a l'aspect d'être propriétaire occupant. OK. Puis, il y a aussi l'aspect du conjoint qui pas te nuit, là, mais du conjoint qui te contamine. Donc, si tu demeures dans la maison de ton conjoint, qui, lui, est propriétaire, mais que tu veux... C'est ça. Là, tu ne pourrais pas râper. Oh mon Dieu! Ouais. C'est bon à savoir. Ouais. Même si t'es... OK. Ouais. T'es pas propriétaire, mais tu vis avec quelqu'un qui est propriétaire. C'est ça, qui est ton conjoint de fait. OK. Ton ami, non, mais... Ouais, c'est ça. OK. Exactement. Il faut vraiment faire attention. Ouais, il faut faire attention. OK. De là, la planification. Oui. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que comment ça fonctionne? Mettons, là, je me suis planifiée, là. Je veux dire, je l'ai depuis au moins 90 jours. Tu vas râper. Puis j'ai 35 000 exemples. Je prends la totalité. Donc là, on va considérer, évidemment, cette somme-là dans ta mise de fonds. On va te faire compléter un document comme de quoi tu retires pour l'achat d'une propriété. Donc, tu ne paieras pas l'impôt sur le retrait du RAP. Et tu vas avoir la somme disponible pour le notaire là, pour ta mise de fonds. Ensuite, il faut que tu rembourses. Oui, c'est comme un prêt à toi-même. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, tu te rembourses ton REER. C'est pas quelque chose de mauvais en soi, à mon avis.
OK. Encore une fois, j'imagine que tu as un amortissement, tu as un c'est terme. Ça. T'as-tu des intérêts sur... Non, il n'y a pas d'intérêt, puis il n'y a pas de terme. Mais tu as un amortissement total ou que tu dois l'avoir remboursé. Maximum de 15 ans. Puis ça se rembourse comment, dans le fond? Quand tu fais ta déclaration d'impôt, il y a des documents là, par rapport à ça. Puis aussi, quand tu veux justement rembourser ton RAP, quand tu prends avec l'institution financière, là, tu prends un nouveau REER, mais là, il faut qu'il y ait une mention comme de quoi ça, c'est ton remboursement. C'est pas un nouveau, c'est un remboursement. OK. Puis admettons que je fais un RAP, mais que mes sous sont dans une banque. Par exemple, mon REER est dans une banque, puis que je veux emprunter avec Desjardins. Est-ce que ça se fait? Ou faut absolument. Que ça se... OK. Ouais. La banque va devoir remplir le document comme de quoi le retrait, c'est un retrait RAP. OK, simplement. Mais il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça. Cool. Puis d'où encore une fois la planification, parce qu'il y a un certain délai de traitement, évidemment. Là, on prend contact avec l'institution, on remplit le document, on retire le REER, etc. Fait que, il y a quand même un certain délai. Tu ne peux pas appeler la veille de ton rendez-vous au notaire. OK. Puis ce serait quoi l'avantage, mettons? Le principal, il n'y aura pas d'impôt sur les sous retirés, mais exactement. Sinon, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, l'avantage du RAP, c'est que tu ne payes pas l'impôt sur les sous que tu retires, sinon il aurait fallu que tu payes les impôts. Fait que c'est l'avantage. Parce qu'exemple, j'ai ma mise de fonds placée dans un autre... Mettons que tu as un CELI. 35 000, tu as un CELI. Tu payes les impôts? Non, c'est ça. Il n'y a pas d'impôt. Le CELI, c'est ça. C'est vraiment dans le cas d'un REER où là, si tu le retires, tu payes ton impôt. Mais mettons que tu n'as pas de REER, tu as un CELI. Mais là, ça va dépendre de ta situation, encore une fois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu te prennes un REER? Peut-être que tu vas sauver de l'impôt. Peut-être que tu en avais besoin de ton REER. Travailleur autonome, par exemple. Ouais, c'est ça. On est mieux de mettre nos sous là plutôt que les garder juste dans notre compte parce qu'il y a un avantage fiscal. Exactement. Mais sinon, tu sais... faut pas oublier que c'est à rembourser. Exactement, c'est ça. C'est à rembourser. Moi, je conseille toujours d'aller voir son comptable. OK. Ouais. C'est le comptable qui va être le meilleur conseiller là-dessus. Oui, c'est ça. Okay. Oui, parce que, bon, tu sais, il y a plein de crédits d'impôt puis tout ça, d'une situation à l'autre, c'est différent. Moi, je prends 35 000 de REER et mon voisin, s'il prend 35 000 de REER, l'impact est vraiment différent. Est-ce que tu dois de l'impôt? Si tu prends un REER, que tu dois de l'impôt, tu n'auras pas de retour d'impôt, etc. Tu sais, ça... Fait qu'il y a tout ça aussi à prendre en considération. Fait que c'est important d'être à jour dans vos avis de cotisation, tout le monde. Oui, tellement. Tu disais en fait que l'amortissement, maximum, c'était 15 ans. C'est exemple, en 5 ans, je me rends compte que je suis capable de le rembourser tout de suite. Il y a peu d'avantages. Okay. Je te dirais, prends-toi des nouveaux REER plutôt que de rembourser ton RAP on peut faire ça? Ah oui. OK. Ouais, mettons qu'on prend un chiffron, là. On veut rapper 15 000. Tu vas devoir rembourser 1 000 $ par année au minimum. OK. Pour 15 ans. Fait que c'est pas exagéré, là, le remboursement, là. Ça dépend comment tu prends. Okay, mettons que tu prends 35 000, c'est un peu plus quand même... Ouais, puis tu le divises par 12 mois là, pour te le budgéter. Bien, ça fait quand même quelques centaines de plus dollars. Ton paiement hypothécaire. Oui, c'est ça. Ouais, okay. Fait qu'il faut quand même le budgéter à tous les mois, là. Ouais. Si tu prends 15 000, c'est pas si pire, 1 000 $ par année, divise ça par 12, tu sais, ça gère bien. Mais quelqu'un qui prend 35 000... Pour les gens... une fois, on revient à... Faut prévoir. Ouais. Faut prévoir. Ah oui. Puis je pense que ça peut être avantageux pour les gens qui vont avoir un petit peu plus de misère à économiser. Dans le sens que, tu sais, c'est de l'argent que tu avais déjà économisé. Là, oui, tu le sors, mais tu es obligé de le remettre là. Donc, tu sais, c'est pas 1 000 $, mettons, par mois que tu vas dépenser au resto. Tu n'auras pas le choix de le remettre dans ton compte. C'est pas mauvais en soi. En fait, je pense qu'il faut voir plus ça comme un je rééconomise et non je rembourse que. Oui, c'est ça. Il faut le voir plus comme j'économise à nouveau. C'est ça. Sauf que là, j'ai acheté ma maison. Puis là, sauf que là, tu es obligé d'économiser. C'est vraiment. Oui. Je pense que ça a des avantages. Peut-être les personnes qui ont moins de liquidité aussi. On peut pas placer nos sous dans tous les comptes différents quand on commence dans la vie. Fait que souvent, c'est lui qui est priorisé. En tout cas, en majorité, quand que tu te présentes. Je pense que c'est lui que les gens fais un REER, fais un REER. En tout cas, c'est juste lui qu'on entend en général. Fait que doit être le plus priorisé. Fait que
Il y a aussi le prêt REER. OK. On a certaines stratégies, ça va être ça, là, de faire un prêt REER. Quelqu'un qui n'a pas de mise de fonds, par exemple, pourrait aller chercher un peu plus en faisant un prêt REER. Donc, tu fais un prêt. Personnel, comme? Oui, c'est ça. Ben, un prêt REER qu'on appelle, c'est pas tout à fait la même chose que personnel, mais presque. OK. Tu fais un prêt, exemple, de 35 000. Tu prends un REER avec ça, tu le retires, tu rembourses ton prêt, mais là, tu vas avoir un retour d'impôt. Là va être ta mise de fonds. Mais c'est seulement que le retour d'impôt. Hey, attends une minute. On recommence. On reprend ça, hein? Oui. OK. Le prêt, c'est ça, le prêt REER. Ouais. Mais il faut faire attention avec ça, parce que c'est juste le retour d'impôt qui peut être utilisé comme mise de fonds. Oh boy, OK. Oui. OK. Mettons, tu prends un prêt de 35 000 pour pouvoir faire un REER de 35 000 et râper. OK. Fait que moi, je l'ai pas le 35 000 $, mais je veux le mettre dans mes REER pour X raisons. Ouais. Fait que là, je le mets. À partir de ce moment-là, je le sors pour l'utiliser comme une mise de fonds. Pour râper. Pour râper. Mais toi, il faut que tu rembourses ton prêt de 35 000 que tu as fait. En plus de rembourser ton rap. Non, ben c'est ça. OK, fait que tu l'as mis dans tes REER, tu le sors, tu rembourses ton prêt, puis là, ben, comment que tu as une mise de fonds? Oui, excuse-moi, tu étais en plus de rembourser ton sur 15 ans? Ouais. Oui, c'est ça, ouais. OK, ouais. Et tu rembourses ton prêt, tu l'as remboursé en sortant en râpant. OK. Il faut que tu rembourses ton prêt ton RAP sur 15 ans. OK, fait que Mais t'as comme deux dettes. T'as un retour d'impôt que tu as pu utiliser comme mise de fonds. Mais est-ce qu'il vaut la peine, le retour d'impôt? J'imagine que ça dépend du montant. Oui, c'est ça. Ça dépend tellement de chaque situation. Puis là, encore comptable. Si tu dois de l'impôt, ben là, tu n'auras pas de retour d'impôt. Ça, tu le faire. Fait que fais pas ça, là. Non, c'est ça. OK. Ouais. Il faut que tu rembourses sur 15 ans. Tu étais à l'aise de rembourser sur 15 ans. Tu n'avais pas de mise de fonds. Est-ce que c'est parce que tu as de la difficulté à mettre des sous de côté? Fait que ça, c'est plus touché un peu, là. Ouais, OK. Fait que je suis entourée de comptables et spécialistes. OK. Mais je pense que le meilleur conseil aussi qu'on peut donner à des premiers acheteurs, c'est d'avoir une mise de fonds. Donc, t'évites beaucoup de problèmes, selon moi. C'est la base. C'est la base, c'est ça. C'est vraiment la base parce qu'aussi, ça prouve à l'institution financière que tu participes au risque aussi. Moi, je te prête pas 100% de ton projet. Toi, tu as mis des sous de côté puis tu participes à ce projet-là. Tu t'investis. Tu l'as prévu, tu l'as planifié, tu es prêt. Ouais. Au même titre que si on compare un dossier que la personne a mis une mise de fonds, puis l'autre que c'est un don des parents, ben, le risque n'est pas pareil. Oui. Parce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il va vraiment faire les paiements comme il se doit? Il y a moins à perdre. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que le risque est différent. Fait que oui, je comprends tellement là, d'avoir des sous, mise de fonds. Puis là, on parle beaucoup de mise de fonds, mais on a aussi les fameux frais de démarrage que nous, on doit voir puis considérer dans l'autorisation d'un dossier. OK. Que ta mise de fonds qui est nécessaire, qui est obligatoire, évidemment. Puis tu as aussi tes frais de démarrage. On parle de notaire, taxes de bienvenue, réajustement de taxes municipales devant le notaire, par exemple. Ouais. Je pense souvent... Déménagement. Oui, c'est vrai. Tous les frais reliés à l'achat. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je conseille souvent un 3 là. Je sais pas si c'est... C'est ça. Qu'est-ce qui est conseillé et qui serait bien à avoir serait un 3 Nous, au minimum, dans mon dossier de crédit, je dois montrer que le client a au moins 1,5 OK. C'est pas beaucoup, là. Non. Mais il faut prendre en considération qu'il va y avoir des frais supplémentaires, notaires, etc. Ouais. Fait que ça, c'est pas des sous qui devraient être comptés dans votre mise de fonds. Exactement, c'est ça. C'est supplémentaire. C'est vraiment deux choses. Tu as la mise de fonds et tu as les frais de démarrage. OK. Super. Vraiment, là. Ouais. Puis ça me faisait penser, tantôt, on a parlé de SCHL, prêt conventionnel, puis prêt assuré. Ouais. Peut-être juste... On pourrait peut-être expliquer la différence, c'est la mise de fonds, mais c'est quoi la SCHL puis la prime, c'est quoi? Oui. La plus grande différence, c'est vrai, c'est la mise de fonds. Donc, si tu fais affaire avec un assureur hypothécaire, la SCHL, par exemple, tu peux donner 5 de mise de fonds. Okay. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est la plus grande différence. Sinon, il y a aussi une autre différence dans la gestion du dossier. C'est que comme le risque de l'institution est partagé avec l'assureur, bien, on tolère des ratios d'endettement plus grands. OK. Ouais, on tolère des ratios d'endettement plus grands. Pour votre info, là, un ratio d'endettement
dans les normes, en conventionnel, donc sans assureur, on sera à 35 %. OK. Alors qu'avec l'assureur, on sera à 44 %. Oh! Il y a une grosse différence. Ouais, il y a quand même une bonne différence. Fait que c'est sûr que la capacité d'emprunt est plus grande. Si on met moins de mise de fonds. C'est ça. Oui, exactement. J'aurais pensé l'inverse. Oui, mais vu que le risque est partagé, ben en fait, c'est l'assureur qui tolère un plus grand ratio. Fait que tu donnes un peu moins de mise de fonds, puis tu as plus grande... T'as accès à plus de sous. Oui, c'est ça. Okay. Il y a le taux aussi. Le taux peut être différent. Il y a un rabais de taux quand on fait affaire avec un assureur hypothécaire. Okay. En général, c'est 0,10. Selon les temps, là, ça peut varier un petit peu, mais en général, c'est 0,10. Si tu fais affaire avec l'assureur, tu as 0,10 de rabais de taux. Fait que tu payes 1,10 de moins que sans assureur. C'est bien. Oui, c'est bien. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'avantages, finalement, de mettre moins de mise de fonds puis d'avoir faire recours à un prêt assuré. Ouais. La prime, je vais aussi vous dire ce que c'est la prime, puis il y a la taxe sur la prime. Oui. Mais juste avant, les premiers acheteurs, par exemple, ils vont tout prendre leur liquidité. Non. Mais tu sais, on fait la différence. Là. Voici sans assureur, voici avec. Mais gardez-vous de l'argent. Les imprévus, n'importe quoi. Finalement, je sais pas, moi, la tank à eau chaude n'était pas prévue, mais à brise. Tu sais, c'est pas 15 000 $, mais quand même, il faut le prévoir. Peu importe, tu te blesses, t'as 2 semaines que tu peux pas travailler. Ça diminue le stress d'avoir un petit coussin d'argent. Fait qu'on est mieux de prendre la prime à SCHL puis de se garder, mettons, je sais pas, 10 000 dans notre compte au cas où il arrive quelque chose, que de mettre 20 000 de mise de fonds puis que finalement, on n'a plus de sous. Là. Exactement. La majorité des premiers acheteurs vont se tourner vers l'assureur hypothécaire parce qu'on ne se le cachera pas, 20 % c'est beaucoup de sous. Ben oui. Il y a un coût à payer, évidemment. Là, c'est, dans le fond, 4 %. La prime, là, c'est 4 % dans les cas où tu donnes 5 %. Puis là, si tu donnes plus de mise de fonds, la prime est moindre. Ouais. Mais, mettons, pour faire ça simple, tu donnes une mise de fonds de 5 %, la prime qui va être calculée, c'est 4 % du coût à financer. Donc, par exemple, on a un coût d'achat à 300 000, on donne une mise de fonds de 15 000, bien, la prime va être calculée selon 300 moins 15. OK. Fait que le 285. Fait que c'est le 285 000, c'est le 4 % va être calculé selon ça. On l'ajoute sur le prêt hypothécaire. Okay. Fait que tu ne payes pas ça de ta poche. C'est bon à savoir. Oui, fait qu'on l'ajoute sur le prêt. Et dans tes frais de démarrage, bien là, on doit ajouter la taxe de la prime. Donc, il y a une taxe sur la prime de l'assureur. Fait qu'exemple, là, c'est 4 % du 285 000. Ouais. Là, je ne sais pas exactement comment ça donne. Fait que ce montant-là, on fait fois les taxes. C'est ça. Puis là, ce montant-là est payable chez le notaire. Oui, c'est ça. Soit le notaire le gère ou c'est pris directement dans le compte du membre. Là, ça dépend des notaires. Oui, c'est ça. Fait que, mais grosso modo, au moment du notaire, cette taxe-là est payable. OK. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des frais. Là, on peut parler d'un... Tu sais, c'est pas rare qu'on a un genre de 10 000 de primes à rajouter sur le prêt, mais tu le payes sur 25 ans. C'est sûr que tu payes de l'intérêt là-dessus, oui, mais ça te laisse beaucoup plus de liquidité dans ton compte pour des imprévus, pour gérer ou des investissements aussi. Des investissements. Ouais. Autre que juste ta mise de fonds. C'est parce que tu es capable de te procurer la maison quand même. Oui. Fait que pourquoi mettre ces sous-là là-dedans? Oui. OK. Non, c'est bien... c'est le fun d'avoir accès à ce programme-là. Puis, des fois, sans eux, on peut pas financer tout simplement. Là. Ouais. Mais je pense qu'ils sont un petit peu plus sélectifs, je crois, sur les propriétés. Là. On a beaucoup moins de flexibilité quand on envoie un dossier à l'assureur. Mais... En général, ça va très, très bien avec les assureurs. Puis, une autre chose qui est bien avec l'assureur, c'est qu'il paye l'évaluation si on en a besoin. OK. Sinon, c'est la charge de l'acheteur? Ouais. Ah, c'est bien. Oui. Oui, parce que ça m'est arrivé dans certains dossiers, justement, là, que ça prenait un assureur, une évaluation, justement, à cause de l'assureur. OK. Puis c'est vrai, les clients n'ont pas payé pour ça, mais tu sais, je sais que j'ai eu une transaction, j'en ai une en tête, que ça a été plus difficile, fondation de pierre. Oui, l'assureur pourrait dire qu'il n'accepte pas la maison. C'est ça. C'est pas l'emprunteur, mais c'est la maison. Oui, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà vu qu'il y avait une maison à vendre puis qu'il était écrit là, sur la fiche centriste, l'assureur veut pas embarquer. Mais là, c'était
maison qui nécessitait beaucoup de travaux. C'était peut-être pas adapté pour encore une fois, ça dépend des cas. Oui, c'est ça. Mais il faut prendre en considération que si tu penses, une grosse maison qui nécessite beaucoup de travaux, peut-être que tu vas avoir besoin de plus de faut se prévoir, encore une fois. Oui, exactement. La prévention. Oui, c'est ça. Ça peut arriver que l'assureur ne veuille pas embarquer dans un projet pour une maison en soi. Là, après ça, c'est qu'il faut que tu augmentes ta mise de fonds. Ouais. Ça peut que ça ne fonctionne pas. Ouais. Ou tu prévois des rénovations qui vont faire en sorte que le problème il est résolu. X va être résolu. C'est ça. Tu fais un prêt achat réno à ce moment-là. Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'on a d'autres options. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, c'est pas les fini. Options, je pense qu'il y en a pas. Il y en a des tonnes. Ouais, exactement. Sinon... My God, t'avais-tu d'autres questions, toi? On a fait pas mal de tours. On voit que le monde du financement, c'est large. C'est très large. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je le dis encore, c'est vraiment du cas par cas. Un dossier va être simple comme ça, puis l'autre dossier va être vraiment tricky parce que, bon... rénovation ou emploi un peu moins stable, historique de crédit moins bon. Fait que c'est ça. Ben, je finirais peut-être avec ta recommandation, exemple pour l'achat classique, traditionnel, unifamilial, petite famille, là, tu conseillerais quoi pour les thèmes, les taux, tout ça, là? Présentement, taux variable, très haut. Malgré que ça l'a été, ben je dis très haut, ça reste relativement normal, mais c'est plus haut que c'était. OK. C'est rare que le taux variable est plus haut que le taux fixe. Là, présentement, c'est ce qu'on vit. OK, c'est ça que j'avais entendu. Là. C'est ça. Donc, présentement, le taux variable est plus haut que le taux fixe. Ça fait en sorte que les paiements sont plus grands. Malgré que, historiquement, ça a été dit par plusieurs spécialistes que de suivre le taux variable, ça allait être avantageux. OK. Fait que tu suis le taux variable, puis là, tu vas suivre le marché. Puis au bout de la ligne, ça va être avantageux pour l'emprunteur de le faire comme ça. Okay. Mais ça reste qu'il faut être hyper à l'aise avec le taux variable parce que ça peut changer à tout moment. On l'a vu récemment, il y en a qui ont eu des grosses surprises. Ils étaient à l'aise, oui, avec le taux variable, mais ça reste que c'est un risque à prendre. Mais je pense qu'il ne faut pas juste que tu sois à l'aise, il faut aussi que tu sois au courant. Faut que tu suives. Oui, il faut que tu suives, faut que tu sois informé. Oui, exactement. Ça vient avec un devoir un peu. Oui, c'est ça, avec un certain devoir. Mais présentement, si j'aurais à conseiller, puis c'est ce que je fais d'ailleurs actuellement, là, j'irais vers un taux fixe 3 ans. OK. Ouais, taux fixe 3 ans, c'est pas trop long, c'est pas trop court. On s'attend à ce que dans un moyen terme, les taux redescendent graduellement. Fait que 3 ans, là, je pense qu'on est bon avec ça. Ouais. OK. Ouais, taux fixe 3 ans. Merci. Merci, c'est bon à savoir. Ben oui. Pour te rejoindre, pour faire affaire avec toi, comment qu'on... Texto, courriel, téléphone, cogne à ma porte. Non, pas tant que ça, là. Ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Non, mais honnêtement, toutes les méthodes de communication sont bonnes. Autant par Facebook, comme je disais tantôt, on est hyper accessible, hyper flexible là, au niveau de nos horaires et tout ça. Donc, texto, téléphone, courriel. Parfait. Sur Facebook, j'imagine qu'on marque Élodie Blais, représentant hypothécaire. Exact, puis ça va sortir. On va voir ma petite face. Parfait. Good. Bien, on va mettre ça dans la description pour vous à la maison. Vous allez pouvoir rejoindre Élodie facilement. Yes. Merci d'être venue. Merci de nous avoir éclairci beaucoup de choses. Ça peut vous aider, vous aussi, ou avec vos clients. Vraiment, ça me fait plaisir. C'était vraiment, vraiment le fun. Ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, mais j'ai vraiment aimé ça. OK, super. C'est ma prochaine question. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Cool. Puis je pense que ça va vraiment aider les gens là, à comprendre comment ça marche puis de réaliser l'importance que tu as dans la transaction. On fait vraiment partie du processus puis ça ne doit pas être négligé, justement. De réaliser l'importance, mais aussi de savoir que c'est gratuit. Donc, oui, allez-y. Fait qu'un gros merci. Merci à la maison de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Yes!